Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'intrapreneuriat. Ce sera dans quelques instants avec Laurent Julienne, associé au sein du cabinet Lerins. On parlera ensuite de l'accord de performance collective avec Victor Mollet, avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Et enfin, on parlera de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption avec Mélanie Trouvé, avocate au sein de Chemarin-Limbourg. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, on va parler intrapreneuriat à l'aune du livre blanc du cabinet Lerins sur l'intrapreneuriat avec mon invité Laurent Julienne, associé chez Lerins. Laurent Julienne, bonjour. Bonjour. Alors on va évoquer les enjeux et défis de l'intrapreneuriat au sein des groupes. Pour commencer, en quoi l'intrapreneuriat constitue-t-il un levier d'innovation au sein des grands groupes ? Tout d'abord, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une démarche d'innovation qui est portée par des collaborateurs d'un groupe et qui est présentée à la hiérarchie du groupe et qui permet de porter donc une innovation qui a vocation à générer de la valeur, donc à être porteur de facturation et qui va permettre ainsi de développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc c'est vraiment une démarche bottom-up plutôt que d'être imposé par la direction, et qui va permettre au groupe de développer des nouveaux services, des nouveaux produits, une nouvelle méthode, et qui va être créatrice de valeur pour lui. Alors en quoi ça constitue un levier d'innovation concrètement ? Ça constitue un levier d'innovation parce que ce groupe de collaborateurs va être animé par l'énergie de l'entrepreneuriat, tout simplement, et donc va dédier beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans le respect naturellement des règles du Code du travail. Donc c'est notamment un sujet auquel il faut être vigilant, mais qui va être porteur de cette énergie avec un objectif qui va bénéficier des moyens matériels, financiers, du groupe, donc pour parvenir à cet objectif. Et donc c'est un levier pour le groupe parce que d'abord, ça permet de valoriser le capital humain, et puis d'autre part, c'est un levier alternatif d'innovation, alternatif par rapport à la recherche-développement classique, alternatif par rapport, par exemple, à un rachat d'une société tierce pour accéder à des nouvelles technologies, ou encore alternatif par rapport à ce qu'on appelle de l'open innovation, et qui consiste à faire des accords de partenariat technologique avec des groupes. Donc c'est une nouvelle méthode de développement. Alors quand je dis nouvelle méthode, qui est en cours de développement, mais ça existe depuis 10 ou 15 ans. Donc nouvelle méthode de développement. Dans cette nouvelle méthode de développement, la gouvernance est fondamentale. Pourquoi cette gouvernance est un élément clé d'un projet intrapreneurial ? C'est clé parce que on est face à deux logiques qui sont différentes. Le groupe, il est dans une logique d'exploitation de ses actifs, donc d'optimisation des actifs. Les porteurs de projets, donc les intrapreneurs, eux, sont dans une logique d'exploration. Donc ce sont deux logiques qui sont totalement différentes, qui peuvent parfois créer des étincelles qui se font front et qui notamment créent deux temporalités différentes. Dans un groupe, lorsqu'on met en place un projet d'investissement, on attend un retour un retour sur investissement à 3 ans à peu près. Lorsqu'on est dans une logique d'intrapreneuriat, ce n'est pas 3 ans, c'est plutôt 5 ans, voire 7 ans qu'il va falloir attendre pour qu'on atteigne une forme de rentabilité. Donc la gouvernance, par rapport à cette difficulté potentielle, va consister à combiner à la fois la force du groupe, avec ses ressources matérielles, humaines, techniques, et la dynamique des porteurs de projets, pour les prises de décision. Donc avec deux approches qui sont différentes. Donc il faut combiner ces deux approches au sein des organes de gouvernance de l'entreprise. Alors c'est important de combiner ces deux approches, mais il y a un autre élément aussi qui est important, c'est la charte d'intrapreneuriat. De quoi s'agit-il et pourquoi et comment créer une telle charte au sein d'un groupe ? Alors c'est important parce que, je vais vous donner un exemple. Dans l'organe social qui est chargé de prendre les décisions importantes, c'est le groupe qui, naturellement, doit avoir un œil sur la manière dont les fonds qu'il engage, son exposition financière, est engagée dans le projet d'entrepreneuriat. Donc, les membres du conseil de surveillance, qui va être l'organe social de contrôle au sein de l'entreprise, c'est souvent des membres du groupe qui sont désignés. Bon. Si les
membres du conseil de surveillance ne peuvent pas agir en autonomie. Et souvent, ils ne peuvent pas agir en totale autonomie parce qu'eux-mêmes doivent référer à des supérieurs hiérarchiques. Et donc, ça veut dire que quand ils vont prendre une décision, ils ne vont pas prendre la décision de manière libre et autonome en fonction de l'intérêt de l'entreprise, mais aussi en fonction de ce que pourrait dire le supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est très important qu'il y ait une forme d'autonomie. C'est l'un des objets de la charte d'entrepreneuriat. L'autre objet de la charte d'entrepreneuriat, ça va être de faire de la pédagogie pour expliquer à tous les collaborateurs et tous les membres du groupe ce que c'est que l'entrepreneuriat, les apports que ça peut apporter, c'est-à-dire c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, capital humain, levier technologique, et d'expliquer comment ça fonctionne, quel est le parcours, le timing, les moyens qui sont engagés. Donc on met tout noir sur blanc, grosso modo, pour définir le cadre du projet et pour essayer de libérer les énergies et favoriser donc l'émergence de ces projets. Un élément aussi qui est important, c'est de diffuser cette culture de l'intrapreneuriat. Alors comment fait-on au sein des groupes pour diffuser cette culture ? Alors ça, c'est une question assez difficile. L'intrapreneuriat en France existe depuis 10 ou 15 ans et se développe de manière progressive, mais de manière accélérée au cours de ces dernières années. Bon. Et ce qu'on observe, c'est que c'est assez difficile. La fiche de poste d'intrapreneur n'existe pas dans les groupes. De même que la fiche de poste de membre d'un conseil de surveillance d'une entreprise n'existe pas. Donc, c'est un peu la personnalité de l'intrapreneur qui fait un peu le projet, non ? C'est un peu ça ? C'est ça, et en même temps, il faut le cadrer. Donc, il faut essayer de figer ça. Et comment le cadrer ? On a la charte d'entrepreneuriat, mais derrière cela, il y a aussi une culture qu'il faut essayer de créer. Donc, des référentiels. Et ce qui est important, c'est que cette prise de conscience qui est en cours dans les groupes ne doit pas se faire forcément de manière repliée sur soi. C'est important de développer cette culture de l'intrapreneuriat en créant des structures, ce qu'on appelle notamment des iLab, en créant des parcours d'intrapreneuriat, en créant des formations, et puis surtout en permettant des échanges entre les groupes, parce qu'en France, on a quand même deux atouts formidables. C'est que, d'une part, on a des groupes de dimension internationale qui sont performants, et puis d'autre part, on a un écosystème de start-up qui est aussi reconnu mondialement. L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est d'utiliser le meilleur des deux, de les faire se combiner grâce à une bonne gouvernance pour pouvoir créer des choses intéressantes et de la création de valeur. Ça veut dire que les retours de projets qui ont déjà été menés vont servir pour lancer d'autres projets ? C'est un peu ça que vous dites ? Absolument, c'est le retour d'expérience. Et notamment dans les groupes, c'est très important d'associer à de futurs projets d'entrepreneuriat les anciens alumni qui ont travaillé antérieurement sur des projets d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un concept qui est vivant, qui doit évoluer. La charte d'entrepreneuriat doit évoluer chaque année, les projets doivent évoluer chaque année, les parcours doivent évoluer chaque année, parce que les générations se succèdent et ne se ressemblent pas, parce qu'on doit aussi apprendre de ses échecs, et c'est là aussi l'un des intérêts pour les groupes, et c'est la raison pour laquelle cette culture doit être une culture en mouvement ouverte. Et aussi, j'imagine qu'on se sert des valeurs de l'entreprise, mais aussi des enjeux actuels, durabilité, transformation numérique avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intrapreneuriat se positionne souvent sur des thèmes qui sont d'actualité. Il y a souvent des projets qui tournent autour de la décarbonation, d'ailleurs qui passent aussi par la création d'entreprises sous la forme de sociétés à mission. Et ce sont des thèmes que l'on voit régulièrement, mais on trouve des projets d'entrepreneuriat dans le domaine de l'industrie, des services, de l'IA naturellement, et le spectre des possibles est très très large. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Julienne. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Laurens. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'accord de performance collective. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'accord de performance collective avec mon invité Victor Mollet, associé fondateur du cabinet Egg Avocat. Victor Mollet, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un accord de performance collective ? Alors, petit rappel historique, l'accord de performance collective, c'est un outil qui a été créé par les ordonnances du 22 septembre 2017, quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Et c'est un outil qui est à disposition des entreprises qui permet aux employeurs de s'adapter aux hausses comme à la baisse des marchés. Et donc c'est un outil qui, par la voie de la négociation interne, permettent de négocier des clauses qui permettent de modifier les contrats de travail et qui permet de conserver
ou d'augmenter la compétitivité des entreprises. On va s'intéresser maintenant aux situations dans lesquelles on peut négocier un accord de performance collective. Concrètement, pour quel motif un accord de performance collective peut être négocié? Alors, il y a 3 motifs. Le premier motif, c'est l'aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition. Le deuxième motif, c'est l'aménagement de la rémunération. Et le troisième motif, c'est la détermination des conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Alors, dans quel cas concret on va pouvoir utiliser un accord de performance collective? Ça va être dans le cas où on redéfinit un nouvel horaire de travail, où on modifie les forfaits annuels en jours, où on révise la politique de rémunération contractuelle, ou dans le cas où on souhaite redéployer le personnel sur des sites de production, ou dans le cas où on va modifier des fonctions. Voilà quelques exemples où on peut utiliser l'accord de performance collective. Mais dans tous les cas, ces aménagements doivent se faire dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles. Durée maximale du travail, respect des heures supplémentaires, respect du SMIC et des minima conventionnels. Alors un autre point qui me vient en tête, est-ce qu'un accord de performance collective est nécessairement conclu quand il y a des difficultés économiques? Alors, pas nécessairement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de conclure un accord de performance collective lorsqu'il y a des difficultés économiques, mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que vous pouvez aussi conclure un accord de performance collective lorsque vous êtes en période de surcroît d'activité. En revanche, l'accord de performance collective ne doit pas être utilisé pour contourner les règles légales de la procédure de licenciement économique. Puisque si vous faites ça, vous risquez des sanctions pénales. Il peut y avoir la qualification d'un abus de droit et vous risquez la requalification des licenciements qui suivent l'application de l'accord de performance collective, la requalification des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Donc des conséquences qui sont lourdes. Des conséquences qui sont très lourdes. Quoi. Alors on va venir maintenant au cas où le salarié accepte un accord de performance collective. Qu'est-ce qui se passe quand le salarié accepte un accord de performance collective? Alors, tout d'abord, comment on propose les modifications qui découlent d'un accord de performance collective? Tout d'abord, vous allez informer le salarié de la possibilité d'accepter l'accord de performance collective. Il a 1 mois pour répondre, sachant que le silence vaut acceptation. D'accord. Et à l'issue de ce délai d'1 mois, s'il n'a pas répondu ou s'il a accepté, les clauses prévues dans l'accord de performance collective vont se substituer automatiquement aux clauses contraires ou contradictoires au contrat de travail. Ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez par exemple une durée du travail qui est mentionnée dans votre contrat de travail qui prévoit 35 heures hebdomadaires. Si vous prévoyez un nouvel horaire de travail hebdomadaire, 40 heures, dans votre accord de performance collective, les 40 heures vont se substituer automatiquement aux 35 heures prévues dans votre contrat de travail. D'accord. Maintenant, on va voir le cas où le salarié refuse l'accord de performance collective. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si le salarié refuse l'accord de performance collective, l'employeur a la possibilité de notifier, d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié dans un délai de 2 mois à compter du refus. D'accord. Quelle est la qualification de ce licenciement? C'est un licenciement sui generis. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique le versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité la plus favorable, et le versement de l'indemnité de préavis. D'accord. On va revenir sur la négociation de l'accord de performance collective pour bien comprendre. Avec qui on négocie un accord de performance collective? Alors, avec qui on négocie? Si vous avez un délégué syndical dans votre entreprise, vous allez nécessairement négocier avec les organisations syndicales représentatives. Les conditions de validité, elles sont relativement simples. Il faut obtenir 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des organisations syndicales représentatives signataires. Si vous n'avez pas atteint ces 50%, c'est 30% la condition. Et il y a une deuxième condition, il faut que ce soit approuvé par référendum par la majorité des salariés. Donc 30% des organisations syndicales représentatives et ensuite référendum. Et là, il faut la majorité des salariés. D'accord. Alors, comment on fait pour obtenir l'adhésion des négociateurs? Alors, comment obtenir l'adhésion des négociateurs? C'est une très bonne question. Il faut que ce soit un accord win-win. Il faut que chacun y trouve son intérêt.
Donc, si vous proposez une modification qui peut être perçue comme défavorable, il faut impérativement la compenser par un autre dispositif. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Exactement. C'est très important de rechercher cet équilibre pour obtenir l'adhésion des organisations syndicales représentatives et après obtenir l'acceptation des salariés. Aujourd'hui, si on regarde cet outil depuis qu'il a été créé, l'accord de performance collective, quel bilan on peut en faire? Alors, quel bilan on peut en faire? Il y a eu, depuis 2017, une augmentation des accords de performance collective conclus de 2017 à 2020. Après, ça a été utilisé notamment dans la période Covid, 2020-2021. Et là, ça a tendance un peu à stagner. Pourquoi ça stagne en ce moment? Pourquoi ça stagne? Parce que c'est un outil qui n'est pas forcément connu de la part de tous les employeurs. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude de cet outil, alors que c'est un outil de négociation qui est très fort et qui permet en fait de trouver des solutions équilibrées pour réorganiser les entreprises. Donc c'est assez intéressant. Et comment vous voyez à l'avenir l'utilisation de cet outil? Comment je le vois? Je le vois vraiment comme une opportunité pour les entreprises, voilà, pour revoir certains aménagements de la durée du travail, certains dispositifs de rémunération. C'est vraiment un outil qui doit être regardé de près par les entreprises. Merci, on va conclure là-dessus. Je rappelle, Victor Mollet, que vous êtes avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption avec mon invitée Mélanie Trouvé, avocate chez Chemarin et Limbourg. Mélanie Trouvé, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder ensemble la question de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption. Tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous revenir sur la jurisprudence fondatrice de la responsabilité pénale de la société absorbante? Oui, bien sûr. Donc, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de novembre 2020 maintenant, qui a opéré un revirement de jurisprudence pour se mettre en conformité finalement avec le droit européen et avec une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, datait déjà de 2015 à l'époque. Donc, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne consacrait en fait la possibilité de transmettre la responsabilité de la personne morale absorbée qui avait commis une faute avant la fusion vers la personne morale absorbante. En droit français, on avait un peu de mal avec cette conception parce qu'on avait finalement, nous, une conception très anthropomorphique de la personne morale et les juges français considéraient que la fusion avait pour conséquence finalement la liquidation du patrimoine de la société absorbée, ce qui empêchait un transfert de responsabilité vers la société absorbante. Donc la jurisprudence de la Cour de cassation est revenue sur cette vision anthropomorphique des choses et finalement la Cour de cassation a considéré depuis 2020 qu'il y a effectivement un transfert de patrimoine entre la société absorbée et la société absorbante et une continuité économique entre les deux entités, ce qui permet in fine un transfert de responsabilité vers la société absorbante. Alors, il y a un autre arrêt important, un arrêt du 29 avril 2025, qui permet de mieux comprendre les arrêts que vous venez de citer de 2020 et 2024, notamment sur les aspects procéduraux, et qui pose la question d'une responsabilité du fait d'autrui. Pouvez-vous revenir sur cette décision et nous expliquer les enseignements? Oui, alors d'abord, effectivement, on avait eu cette jurisprudence de 2024, de mai 2024, très récente, qui permettait de voir à quel point, finalement, la Cour de cassation étendait le revirement qu'elle avait opéré en 2020. Puisqu'en 2020, il était certain que ce revirement s'appliquait aux sociétés anonymes, puisque la Cour de cassation faisait référence à une directive européenne qui visait les fusions-absorptions des sociétés anonymes. Et puis, il était assez patent également que ça concernait également les sociétés par action simplifiée, puisque en l'espèce, c'était une société par action simplifiée qui était concernée par cette jurisprudence. Et c'est en 2024, effectivement, qu'on a eu également une précision concernant les sociétés à responsabilité limitée. Et la Cour de cassation est venue nous dire que ça les concernait également. Donc, on a quand même toute une palette assez large de formes sociales qui sont concernées.
Cette jurisprudence, cette fois du 29 avril 2025, très récente, donc, montre que les questionnements, le champ de possibilités des questionnements ouverts en 2020 par la Cour de cassation est encore patent aujourd'hui, et notamment sur des points procéduraux, et en l'occurrence sur la question de l'effet dévolutif de l'appel de la société absorbée. Donc, en l'occurrence, ici, on avait 2 sociétés condamnées en première instance sur la culpabilité, sur la peine, au sujet de blessures involontaires infligées à un salarié ayant entraîné donc 3 mois d'interruption totale de travail. D'accord. On a du coup ces 2 sociétés qui ont fait chacune appel pour leur compte. La société absorbante d'une part, la société absorbée d'autre part, sauf qu'entre-temps, entre la première instance et l'appel, eh bien, elles ont fusionné. Donc ça a posé un petit souci à la Cour d'appel qui a fini par dire que l'appel de la société absorbée était irrecevable, ainsi du même coup que l'appel incident du ministère public. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une disparition de sa personnalité morale et donc une impossibilité de faire appel pour elle. Mais elle dit également, la Cour d'appel, que du même coup, la décision de première instance est définitive et que finalement il n'y a pas de possibilité pour la personne morale Donc absorbée. plus de voie de recours, c'est ça ? C'est ça, plus de voie de recours, ce qui est quand même assez problématique au regard de notre droit français qui Bien justement prévoit un second degré de juridiction. Donc la Cour de cassation est venue casser partiellement l'arrêt d'appel. Elle dit effectivement la société absorbée ne peut pas pour son propre compte faire appel puisqu'elle n'existe plus. En revanche, la décision de première instance n'est pas définitive et l'appel de la société absorbante englobe finalement le cas de la société absorbée. Et comment est-ce qu'elle justifie ça, la Cour de cassation ? En reprenant finalement un principe assez basique, qui est l'effet dévolutif de l'appel et l'acte d'appel. Et elle regarde l'acte d'appel de cette société absorbante et elle voit effectivement que c'est un acte d'appel très large qui ne circoncit pas l'appel à finalement uniquement la société absorbante, mais parle de manière plus globale de la société absorbée également. Elle regarde également les moyens qui sont développés par la société absorbante dans ses conclusions et elle voit que ces moyens englobent également le cas de la société absorbée. Donc finalement, elle nous dit, cette Cour de cassation, bien que la société absorbante peut agir pour le compte exactement de la société absorbée. Et elle vient enfin faire une petite précision un peu plus étonnante. Elle vient guider en fait la juridiction de renvoi en disant que la juridiction de renvoi aura à statuer non seulement sur la culpabilité et la peine de la société absorbée, mais également sur la peine de la société absorbante, alors même que sa culpabilité n'a pas été cassée. Ce qui pose quand même une petite question sur notamment la condamnation effectivement du fait des agissements d'autrui, mais aussi sur le fait d'être condamné doublement pour une sanction de même nature, ce qui est prohibé par le code pénal, parce que en fait, la Cour de cassation ne fait pas de renvoi à cet article qui prohibe justement la condamnation à 2 amendes envers une même personne pour des faits de même nature, ce qui pose effectivement un souci sur le cumul de la peine. Donc cette jurisprudence, elle est très intéressante puisqu'elle renforce effectivement cette idée du second degré de juridiction et vient dire que la société absorbée a droit à ce second degré de juridiction et elle est quand même aussi très importante pour la société absorbante puisque elle, c'est in fine elle qui va subir les coûts bien sûr, de l'action. Exactement, donc il est important qu'elle puisse effectivement faire appel de cela. Alors on voit qu'il y a un mouvement jurisprudentiel sur cette responsabilité pénale des personnes morales. Il y a aussi la CJIP Areva Orano qui apporte d'autres éléments qui consacrent pour la première fois un partage des obligations entre la société absorbante et la société cessionnaire et la société cédante pour des faits de corruption d'agents publics étrangers en l'espèce commis avant la cession. Est-ce que ça marque un changement de paradigme avec cette CJIP Areva Orano dans l'appréhension de la responsabilité pénale des personnes morales lors de restructuration? Ça montre que la justice négociée, finalement, s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation et prend le pas, en fait, sur, effectivement, la prise en compte de ces restructurations d'entreprises avant le jugement ou avant la convention judiciaire d'intérêt public. Et donc, effectivement, dans cette convention judiciaire Areva Orano, on a un partage des responsabilités qui est fait entre Areva qui supporte l'amende, Orano qui supporte le coût du contrôle et la mise en conformité.
alors même que effectivement Orano n'était pas du tout responsable à l'époque des faits, mais il y a eu effectivement cette cession d'actifs qui est intervenue avant la convention judiciaire d'intérêt public. Est-ce qu'en définitive, il faut anticiper les risques juridiques des faits antérieurs à la cession voilà ce qu'on peut retenir un peu de ce mouvement jurisprudentiel et de la CJIP? Oui, bien sûr, anticiper notamment pour le dirigeant de la société absorbante, puisque in fine, c'est elle qui subira les risques. Alors, comment faire avec des audits juridiques de plus en plus poussés, ce qui n'est pas forcément facile, parce que souvent, il s'agit de faits qui sont dissimulés, donc effectivement, c'est un peu complexe à voir au moment d'une fusion. Et puis, on a aussi à mettre en place des clauses contractuelles lors de la fusion, notamment de déclaration et de garantie assez fortes pour essayer de se prémunir contre ces risques. Et puis, pour en revenir à la fameuse jurisprudence du 29 avril dernier, on a quand même une petite piqûre de rappel pour les avocats sur l'importance de l'acte d'appel, de sa rédaction, en fonction de la stratégie juridique qu'on veut mettre en œuvre. On va conclure là-dessus. Merci Mélanie Trouvé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocate chez Chemarin et Limbourg. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.